Voilà la première. Et en fait, ça vient d'Internet. Parce qu'il y a aussi un chat qui est derrière là-bas, tout au fond, très discret. Mais il y a des personnes qui nous regardent aussi sur Internet. Serait-il possible de savoir s'il y a eu contamination de la nappe phréatique dans les basses terres lors de la fracturation de puits de gaz de schiste? Bonne question. OK. Pour le moment, on n'a pas la réponse. À moins que quelqu'un ait la réponse? OK. Donc, il faut aller chercher la réponse. Alors, il y a beaucoup de désinformations à propos du fracking. L'eau qui prend en feu, comme par exemple Gasland, s'est arrangé, voir le documentaire Frack Nation. Donc ça, c'est plus un commentaire qu'une question. OK. Eh bien, c'est correct. Alors, existe-t-il des mécanismes réglementaires ou autres pour éviter qu'une compagnie potentiellement non désireuse de révéler qu'elle prévoit fracturer change de type de forage sans en informer la population? Change de type de forage. Si jamais je trahis votre fiche, dites-le moi, OK? La question a été posée hier dans d'autres termes et on s'est posé la question aussi dans le passé. Dans la discussion qui a été menée avec des représentants du ministère des Ressources naturelles, ce qu'on nous a dit, c'est que pour passer de la technologie conventionnelle à la fracturation, on avait besoin de demander un certificat d'autorisation. Mais la dimension population, en aucun temps n'est présente. Les fonctionnaires nous ont dit et répété qu'ils n'ont qu'à appliquer la loi et les règles qui s'appliquent, en fait, qui ont été adoptées par le gouvernement. Donc, en aucun temps, sauf, mais là, je dis en aucun temps, c'est pas vrai, à partir du moment où il y a une demande de certificat d'autorisation, normalement, il y a une période de consultation qui est menée par le promoteur qui donc reçoit les commentaires, le questionnement de la population et qui soumet à la fois un compte-rendu de cette rencontre de consultation-là et les réponses à ces questionnements-là au ministère qui, lui, va juger s'il accorde le certificat d'autorisation ou non. C'est la procédure qu'on nous a expliquée là, sur le plan technique par les fonctionnaires. Je ne sais pas si ça répond un peu là, comme piste. Vous avez un complément d'information? J'ai précisé dans la deuxième partie que ma compréhension, suite à une discussion avec les gens du ministère, c'était que pour changer de permis, il devait faire la demande d'un certificat d'autorisation pour la fracturation, laquelle est soumise à une consultation menée par le promoteur. Donc, il y aurait consultation publique dans une forme là, que je ne pourrais pas vous préciser. Est-ce que je me trompe? On a eu un comité de gouvernance justement là-dessus, puis je pense que la meilleure façon de le faire régionalement, c'est d'avoir un comité de surveillance. Pour chacun des projets, localement, il devrait y avoir un comité formé par la municipalité, par des intervenants du milieu, pour suivre chacun des projets au fur et à mesure que ça se fait. Oui, bien ça, c'est une des demandes qu'on a faites aussi. On le sait que si on veut aller de l'avant, le ministère des Ressources naturelles se doit d'engager au moins une dizaine de géophysiciens pour pouvoir suivre ces dossiers-là. Puis le support devra venir du gouvernement. Mais j'ai confiance que les gens locaux vont être capables de faire un très bon suivi puis de comprendre ces dossiers-là. OK, merci. Alors, si seules les aires protégées peuvent être soustraites au jalonnement, pourquoi ne pas les mettre en place avant de permettre des activités minières de pétrole ou de gaz? Je la répète? OK.
Si seules les aires protégées peuvent être soustraites au jalonnement, pourquoi ne pas les mettre en place avant de permettre des activités minières de pétrole ou de gaz? Oui. Alors, oui. Ma compréhension de la démarche, en fait, pour l'établissement d'une aire protégée, c'est qu'il est d'abord amené à un comité tripartite qui est avec le ministère des Ressources naturelles, ce qui fait que, puis c'est un des grands problèmes en Abitibi, c'est la raison pour laquelle l'Action boréale en Abitibi-Témiscamingue s'est penchée sur le dossier minier, c'est que le plus gros obstacle à la création d'aires protégées, c'est la préséance des droits miniers. Donc, toute volonté de créer une aire protégée est d'abord soumise au ministère des Ressources naturelles, d'où est extrait la portion qui pourrait y avoir un potentiel minier, peu importe la valeur de biodiversité qu'il peut y avoir en surface. OK. Est-ce qu'il y avait un complément ou... Donc, vous aurez l'occasion de suivre ça dans l'actualité. Dans les prochains mois, vous serez appelé à vous prononcer sur une proposition d'aire protégée sur l'ensemble du territoire en fonction des niches écologiques à mettre en protection. OK, merci. Un complément d'information, peut-être? Oui. Il est très difficile, quand les droits miniers, claims ou permis pétroliers sont en place, de les enlever. Il faut procéder par expropriation. Il faut procéder par expropriation, par entente de gré à gré avec la compagnie qui possède ces droits-là. Et il y a un cas récent qui peut vous intéresser, c'est la mise en place du Parc national Témiscouata en arrière de Rivière-du-Loup. Et le ministère du Développement durable a négocié avec la compagnie qui avait des droits pétroliers et ils ont obtenu que la compagnie laisse tomber ses droits sur le périmètre du Parc national pour une somme de 100 000 $. La compagnie avait fait très peu de travaux. Donc, la compagnie a fait un bon coup avec ça, au dire des gens du ministère. Mais c'est un précédent qui ne devrait pas se répéter parce que ça va coûter cher si on veut faire ça pour toutes les aires protégées. Merci. J'aimerais savoir pourquoi on se réfère à des distances en surface pour protéger des ressources ou décrire des événements en profondeur. Et c'est en référence à l'application du principe de précaution. Oui. J'aimerais savoir pourquoi on se réfère à des distances en surface pour protéger des ressources ou décrire des événements en profondeur. Alors, il y a un élément de réponse là-bas? Non, je réponds au niveau de la question. C'est les règlements qui sont votés au niveau des villes impliquent des distances entre un point de captation et un point de forage. OK. Alors que les vrais problèmes sont en profondeur. Donc, comment on peut transformer une surface en volume? Merci. Tout simple que ça, c'est de la géométrie. Merci. Un complément de commentaire. En fait, bonjour, moi c'est Maude Prudhomme. En fait, je suis porte-parole pour le mouvement Taches d'huile. C'est une préoccupation qui a été soulevée par plusieurs membres, à savoir, c'est fort louable, puis on apprécie l'effort de réglementation au niveau municipal pour protéger les sources d'eau. Par contre, si on ne réfléchit pas en termes de bassin versant, bien que ça demeure en termes de surface, mais si on ne réfléchit pas en termes de bassin versant qui coule de l'intérieur de la péninsule vers la côte, on va affecter l'ensemble des sources d'eau potable, peu importe le kilométrage. OK. Merci. OK. Pouvez-vous expliquer le processus de dissolution de la SOQUIP et de Hydro-Québec, filiale pétrole et gaz? On va y aller avec deux. C'est une très longue histoire. Et je pense pas que non, c'est ça, j'aurai pas le temps de faire le tour ce soir. Mais ce qui est important de reconnaître, en fait, là-dedans, c'est que la SOQUIP, c'est un peu à l'image d'Hydro-Québec. Ça a été créé dans un but de maximiser la captation de la rente pétrolière qui pouvait être éventuellement extraite de la production des puits. Vous me suivez? Donc, on a voulu créer avec la SOQUIP un peu l'équivalent de ce que Trudeau faisait à l'époque avec Petro-Canada et ses suivants, et un peu à l'instar de ce que la Norvège a fait avec Statoil et la gestion des revenus pétroliers que la Norvège a pu engranger avec l'exploitation pétrolière. C'est que la SOQUIP, le but principal, c'était de s'insérer dans l'ensemble de la chaîne de production, de l'exploration à l'exploitation, et de faire en sorte qu'on était capable, avec une mainmise sur les techniques de forage, sur les techniques d'exploitation,
de pouvoir d'abord s'installer en joint venture avec les entreprises. Là, vous m'excuserez pour le terme anglais, là, mais en coproduction, en partenariat, ça c'est cute, en partenariat avec les entreprises, pour pouvoir donc avoir un contrôle d'abord sur le débit, sur l'installation de l'industrie et son développement d'une part, puis ensuite faire en sorte qu'on maximisait la captation pour la population québécoise de la rente pétrolière. La SOQIP a été progressivement dissoute parce que, pour différentes raisons, mais c'était plus ou moins accepté, en fait, par les différents partis qui se sont succédés suite à sa création en 1969. J'oserais presque dire que ça dérangeait jusqu'à un certain niveau. Et l'ensemble des réseaux de claims, si vous voulez, que la SOQIP avait, ont été une bonne partie transférés, une fois que la SOQIP a été complètement dissoute, vers Hydro-Québec Pétrole et Gaz. Et Hydro-Québec Pétrole et Gaz s'est vu octroyer un budget de 300 millions par le gouvernement Landry en 2000, si je me souviens bien, pour pouvoir poursuivre ses activités de forage et d'exploration. Donc, un peu dans la même idée, dans le même dessin, c'est-à-dire d'avoir une mainmise avec l'industrie sur le modèle de développement, sur les interventions et l'installation des industries dans le temps. Et encore une fois, Hydro-Québec Pétrole et Gaz a été dissoute parce que, semble-t-il, il y avait plus ou moins de résultats probants. En fait, cette ligne-là, narrative, est surtout vraie pour la SOQIP. Plus ou moins de résultats probants. Donc, on a transféré la SOQIP vers une autre entité économique, puis finalement, on l'a dissoute. Et puis, Hydro-Québec Pétrole et Gaz a été ni plus ni moins que fermé en 2003. Ça a été la fin des activités pour Hydro-Québec Pétrole et Gaz. Et là, à partir de là, vous connaissez peut-être un peu le reste de l'histoire. Il y a plusieurs des professionnels qui travaillaient chez Hydro-Québec Pétrole et Gaz qui ont été, je dirais, qui se sont vus la porte ouvrir dans les entreprises québécoises d'exploration pétrolière, dont Junex, dont Gastem et dont Petrolia aussi. Ça fait le tour, là. On pourra aller plus loin là-dessus, là, mais ce qui est important de retenir là-dessus, c'est que SOQIP et Hydro-Québec Pétrole et Gaz, le but, c'était d'avoir un certain contrôle sur le développement de l'industrie. Merci beaucoup. Oui? Oui? Bon, en fait, où l'histoire commence à être super intéressante, c'est lorsque Hydro-Québec dit que finalement, c'est pas viable parce qu'ils ne découvrent pas de pétrole. D'accord? Et il y a démantèlement de cette filière-là. Donc, au départ, ça nous appartenait aux Québécois. Oui, n'oubliez pas ça. Puis là, ce qui est fascinant maintenant, c'est qu'on retrouve les gens qui travaillaient dans cette filière-là, la majorité des ingénieurs, etc., on les retrouve dans l'entreprise privée aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on dit, bien, il y en a du pétrole. Alors, ces gens-là, pour moi, ils sont partis avec les données, avec des conditions que... C'est secret, on ne veut pas savoir. On ne peut pas savoir combien ils ont dealé Anticosti avec Petrolia, par exemple. Et donc, ils sont partis avec les données. L'ingénierie aussi sont partis dans le privé. Puis maintenant, c'est ces gens-là qui... puis on peut se demander s'il n'y a pas de la spéculation là-dessus. Est-ce que ça existe vraiment, tous ces milliards de barils de pétrole-là qu'on nous dit qu'il y a Anticosti? On peut se poser la question si ce n'est pas une affaire spéculative aussi. Donc, l'histoire de la SOQIP, là, puis le démantèlement, moi, je trouve ça très fascinant. Et aujourd'hui, on voudrait qu'on réinvestisse là-dedans. Le gouvernement du Québec a investi 15 millions maintenant dans Petrolia Junex. Et, bien, on se demande si on ne devrait pas le nationaliser. Donc, il faudrait la racheter en double. C'était juste un petit complément. Juste comme ça, la personne qui a posé la question, est-ce que la réponse était suffisante avec ce qu'on avait eu avant? OK, ça clarifie. D'accord, merci. Parfait. Alors, encore une question d'Internet. Y a-t-il eu un cas de contamination de la nappe phréatique en Gaspésie depuis 1860 lors de forages pétroliers? C'est que jusqu'en 1957, là, la plupart des puits qui étaient creusés, c'était des puits de surface parce qu'on n'avait pas les technologies pour aller en profondeur comme on les a aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a eu? Probablement à petite échelle, mais je suis vraiment dans la réflexion plus que dans l'objectivité, là. Parce que c'est ça. Donc, c'était des puits on n'avait pas les technologies pour pouvoir creuser en profondeur, donc valider le potentiel réel d'un bassin important là, qu'on pouvait exploiter commercialement. Merci. Oui?
excusez, il y a des forages à eau récents qui ont été faits, puis il y a des seeps, des fuites d'huile dans la nappe phréatique. Puis c'est drôle parce que c'est une des endroits qui n'a pas été clémé sur les cartes, c'est dans la zone blanche. Mais ça a été fait tout récemment, ça fait quelques semaines. Il y a des fuites d'huile un petit peu partout qui sortent du sol en Gaspésie, déjà naturellement. Qui viennent pas des forages, mais oui, il y a de la contamination par l'huile dans la nappe phréatique un petit peu partout en Gaspésie. Merci. Y a-t-il un support financier public aux activités d'exploration ou d'exploitation? Y a-t-il un support financier public aux activités d'exploration ou d'exploitation? Oui. Quand on arrive au niveau de l'exploration, pour chaque dollar que vous investissez en exploration, ça avait été créé par Mme Marois quand elle était ministre des Finances, il y a 35 sous qui revient directement à la compagnie à la fin de l'année. Ça fait que pour chaque dollar investi, le gouvernement paye 35 % à la compagnie. Il n'y a pas de production, ça fait qu'il n'y a pas d'argent d'investi sur la production encore, mais oui, il y a de l'argent d'investi par le gouvernement déjà présentement. Merci. Oui? Est-ce que dans ce montant-là, ça inclut, j'ai lu à un moment donné dans l'actualité que Investissement Québec, je crois, avait mis des sous il n'y a pas très longtemps dans Petrolia comme actionnaire minoritaire, mais ça, c'est autre chose. Hein? OK. Donc, il faudra probablement valider ça, là. Mais Investissement Québec a pris une part dans Petrolia pour tenter d'augmenter le contrôle public, mais il reste que c'est un investissement minoritaire actuellement. Peut-être que Alors, j'avais d'abord une personne là-bas où... Oui? OK. Bien, rapidement, en fait, Addison Lecter, vous avez une partie de la réponse, là. C'est à la dissolution de la SOQIP puis d'Hydro-Québec Pétrole et Gaz, le gouvernement du Québec a développé une stratégie d'attractivité, ce qu'on appelle une stratégie d'attractivité pour faire venir les entreprises, donc en créant des conditions de marché favorables. Alors, les montants exigés pour la propriété des permis sont très faibles et le suivi qui est demandé par l'industrie aussi, à savoir les activités comme telles qu'ils doivent réaliser pendant la durée de leur permis, sont relativement peu importantes aussi, dans le but de leur permettre de leur donner du temps puis de la marge de manœuvre financière pour pouvoir s'installer et démontrer qu'il y a effectivement du pétrole exploitable. Donc, c'est ce qu'on appelle une politique d'attractivité envers l'industrie. Oui. Oui, un petit complément d'information au niveau de Petrolia, puisque c'est ce qu'on a demandé. La famille Proulx, en tout cas André, a 7,1 % des actions. CD Capital, c'est 12,5, puis Investissement Québec, c'est 10,6. Donc, à eux, 3, ils n'ont pas 50 % encore de la capitalisation. La majeure partie de la capitalisation vient de l'étranger. Donc, quand on nous dit que c'est une société québécoise, etc., la capitalisation vient de l'extérieur, notamment de la famille Bouygues et notamment de Pilatus. Et on m'a dit aussi qu'au niveau de l'Autriche, je pense qu'il y avait des fonds. Et du Luxembourg. Alors, un dernier complément avant de passer à la question suivante. Ça, c'est documenté, là, c'est officiel. C'est 10 millions d'Investissement Québec dans Petrolia et 5 millions dans Junex. Ça, on ne parle pas des avantages fiscaux aussi à d'autres niveaux, comme le transport. Puis je vous dirais aussi que l'exploration, il n'y a aucune 0 cent de redevance à l'exploration. Dans le moment, il se sort plusieurs barils de pétrole de la compagnie Junex, c'est pas loin, là. Il n'y a jamais une scène qui va au gouvernement là-dessus. Okay. Il y en a des subventions. Merci. Le vide qui est créé sous terre par l'extraction est comblé par quoi? C'est une dynamique des fluides. Il n'y a pas de vide qui est créé sous terre. C'est quand tu extrais, tu arrives, c'est au niveau, c'est vraiment très, très petit. Puis je vais vous donner l'analogie. Prenez un bol, remplissez-le de sable. Puis après ça, versez de l'eau dedans. Si vous ôtez de l'eau dedans le sable, vous le faites sécher, le sable ne s'affaissera pas. C'est la même chose. Il n'y a pas de vide de créer quand on fait de l'extraction. Je crois que vous avez marqué un point parce que tout le monde est « en ». C'est ça. Donc, on va retenir qu'il n'y a pas de vide qui est créé
Oui. Alors, juste une seconde, parce que sinon on ne vous entendra pas. Voilà. Merci. Monsieur le président de l'association gazière, qui vient de parler, je pense qu'il nous induit en erreur complètement. Ici, aux États-Unis, on rapporte différents cas où il y a des gouffres qui se sont créés, dont un en milieu humide, plusieurs dizaines d'hectares qui ont été perdus et contaminés suite à de l'exploitation gazière. Donc, qu'il y aurait à ce moment-là des gouffres créés, donc un vide créé, c'est cela? L'analogie de monsieur encore est un peu simpliste, c'est-à-dire que quand on est dans un bol de céréales, bien sûr, le vide va être comblé par l'air ambiante. Je crois pas qu'il y ait une grande quantité d'air ambiante dans le sous-sol. C'est aussi documenté que la fracturation cause des petits séismes. Donc, ça a réellement un impact sur la structure du sol et que ces séismes-là ne sont pas causés directement par l'exploitation, dans le sens qu'ils ne sont pas causés lorsqu'ils fracturent, mais à la suite de la fracturation. Est-ce que c'est clair? C'est pas... Oui. OK. Moi, le souci que j'ai, c'est que ça va faire ping-pong, ping-pong, ping-pong. En effet, c'est un forum citoyen. Monsieur a clairement un parti pris et probablement payé ici pour être là ce soir, ce qui n'est pas le cas de la majorité de la salle. Ben, moi, je suis payé pour être ici. Oui, mais vous faites l'animation. Il y a d'autres personnes qui ne le sont pas, et c'est correct aussi. Donc, on a chacun des points de vue qui peuvent être différents, et c'est correct aussi. La seule chose, c'est qu'ils soient fondés. Et on va les recueillir aussi. S'il y a des choses qui demandent un complément d'informations pour les vérifier, c'est ce qui va se faire aussi. C'est sûr que s'il y a des informations qui sont partagées sur la même chose avec des versions différentes, il faudra départager le vrai du faux. Maintenant, est-ce que c'est ici qu'on va le faire? Peu de chance. Il y aura un moment où il faudra le faire. Mais ici, ça sera difficile. OK? Je sais que je prends la solution facile en vous disant ça, mais je voudrais bien continuer et honorer aussi la participation des autres. OK? Bon, celle-là, c'est fait. L'exploration en mer est plus dangereuse que l'exploitation, pardon. L'exploration en mer est plus dangereuse que l'exploitation. Qu'en est-il en milieu terrestre? OK. Est-ce que... Oui? Juste une seconde. Merci. On peut quand même penser qu'il y a beaucoup plus de trous qui sont produits pour essayer de trouver que de trous qui vont effectivement servir à l'exploitation par la suite. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que le danger provient du trou qu'on fait? Est-ce que le danger provient des produits chimiques qui peuvent être mis en place? Est-ce que le danger vient de toutes les fuites qui vont résulter des puits désaffectés? Ça, c'est à mettre dans la balance.